Et de retour avec Fabien Tastet, qui est le président de l'Association des administrateurs territoriaux de France. C'est un think tank qui réunit des hauts fonctionnaires. Alors vous êtes dans la boîte noire, parce qu'on parle de la boîte noire de l'administration, mais vous êtes dans la boîte noire décentralisée. C'est le territoire. La perspective d'échanger, de confronter leurs idées, comme vous le voyez, les sondages le disent, intéresse les Français. Mais les Français ont une crainte en même temps, c'est que de ce grand débat ne sorte pas grand-chose, ou en tout cas que ce qu'ils ont à dire ne soit pas bien entendu. Vous avez une idée pour contrôler ou aider les citoyens, engager les citoyens à contrôler l'action de l'administration. Alors, on vous écoute avec beaucoup d'impatience et de curiosité. Bonjour Pascal Péry. Bonjour. Alors, vous l'avez dit, il y a une volonté des Français de participer davantage à la décision publique, de pénétrer la boîte noire de l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle une sorte de voile d'opacité. Les Français paient des impôts, ils paient des taxes, et ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert, et ils ne mesurent pas bien les contreparties qu'ils peuvent percevoir en retour. Donc il y a un premier enjeu qu'il faut traiter, c'est comment, dans le respect de la démocratie représentative. Je crois que c'est essentiel de rappeler que notre modèle démocratique républicain, c'est avant tout un modèle de démocratie représentative. C'est comment on crée des outils de participation des citoyens. Au-delà parce qu'entre deux élections, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre deux élections ? Je vote pour un maire, 6 ans après, je le reconduis ou pas, si je considère qu'il a mal fait son travail, il a apporté de mauvais projets, il a augmenté les impôts, il n'y avait pas d'investissement en face, etc. C'est tous les 6 ans pour les maires, c'est tous les 5 ans pour les autres. Entre-temps, il se passe quoi ? Il y a parfois des instances de démocratie participative. Vous savez qu'il y a une loi qui oblige à créer des comités de quartier, mais il y a des planchers qui font qu'il y a beaucoup de collectivités qui n'en ont pas. Donc, il y a une commission du dialogue. Il y a des commissions d'usagers pour les services publics. Donc, il existe des choses, mais globalement, comment on peut faire qu'il se passe plus de choses entre les deux termes d'une élection ? Je vous écoute. Comment fait-on ? Votre idée ? L'idée, nous, qu'on défend, vous l'avez dit, on est les hauts fonctionnaires territoriaux, on est des bons capteurs de l'opinion publique parce qu'on travaille à peu près sur tous les coins du territoire, on travaille dans les communes, dans les départements, dans les intercommunalités, dans les régions, et ce besoin de davantage de participation, on le ressent depuis longtemps. Nous, ce qu'on propose, entre autres choses, c'est de faire ce qu'on a fait pour l'exercice de la justice pénale il y a quelques années. C'est de dire, l'action publique, c'est compliqué. Il y a ce voile d'opacité que je décrivais tout à l'heure. Si on veut décanter des débats compliqués, par exemple, le président de la République nous y invite. Comment fait-on pour baisser les impôts ? Quelles dépenses publiques faut-il baisser, etc. Je vous donne mon sentiment, on ne va pas décanter ce débat en 3 mois. Non. Alors que tous les sondages, et notamment un sondage qu'on a réalisé, nous, en septembre dernier, auprès des Français, montrent que les Français, sur ces sujets, assument une certaine schizophrénie. Ils trouvent qu'il y a globalement trop d'impôts. Ils trouvent surtout qu'il y a trop d'impôts pas justes. Faisons la nuance. Ils trouvent surtout qu'il y a trop d'impôts pas justes. Mais bon, globalement, ils trouvent que la pression fiscale est trop élevée. Et en même temps, et nous, on a fait l'exercice concret. On les a interrogés sur 15 politiques publiques. Les crèches, l'entretien du cadre de vie, les voiries, l'assainissement, la politique du sport, de la culture, et on leur a demandé, mais alors, qu'est-ce qu'on baisse ? Est-ce que dans ces 15 politiques-là, vous voulez consolider les moyens, les baisser ou les augmenter ? Je vous le donne en 1000, Pascal Péry, la réponse a été, on baisse pas ou on augmente. Et on demande même qu'il y ait plus d'action publique sur un certain nombre de sujets, sur les fameuses fractures des territoires dont on parle beaucoup en ce moment, et sur lesquelles le mouvement des Gilets jaunes a prospéré, la fracture de la santé, l'absence de médecins généralistes, etc. Là, les Français nous disent il faut plus d'action publique. Donc comment on fait pour sortir de ce débat où d'un côté, avec une partie de leur hémisphère cérébral, les Français nous disent qu'il faut plus d'action publique, et de l'autre côté, ils nous disent oui, mais il faut peut-être moins d'impôts. Nous, on dit on n'en sortira que si on se crée des outils pour que les Français puissent sereinement et progressivement décanter ce débat. Et pour ça, il faut qu'ils rentrent donc dans la boîte noire de l'action publique. Et les auditeurs citoyens, c'est le même principe que les jurés dans l'exercice de la justice pénale. Comment vous les trouvez ? On dit, on tire au sort, par exemple. Une des modalités, c'est le tirage au sort, comme on tire au sort les jurés d'assises. Vous savez qu'aujourd'hui... Il faut qu'ils soient volontaires, hein, bien sûr. Pas forcément. Pas forcément. On est ouvert sur ça. Soit c'est sur la base du volontariat, soit c'est sur la base du tirage au sort. Je vous rappelle que pour l'exercice de la justice, que vous soyez volontaire ou pas, si vous êtes tiré au sort, vous participez. Vous n'avez pas le droit de refuser de participer à l'exercice de la justice. Donc, on est ouvert sur les modalités, tirage au sort, volontariat. Aujourd'hui, pour contrôler l'utilisation de l'argent public et comprendre comment ça se passe, vous avez 2 grandes institutions en France. Vous avez la Cour des comptes, qui contrôle l'argent public dépensé par l'État. Mais c'est plutôt a posteriori, oui. Voilà, c'est des contrôles a posteriori. Enfin, en même temps, ça se justifie. Il faut bien que les décideurs agissent et qu'ensuite, on les juge sur ce qu'ils ont fait. Et puis, vous avez les chambres régionales des comptes, qui sont l'équivalent de la Cour des comptes, qui, elles, sont dans les régions
et qui contrôle la gestion publique des collectivités locales, donc les 240 milliards qui sont gérés par les collectivités locales. Il faut qu'on comprenne. Ces jurys citoyens, où est-ce que vous les placez exactement? L'idée, c'est que ces auditeurs citoyens, donc on tire au sort ou on recrute sur la base du volontariat, on les intègre aux équipes de contrôle qui relèvent de cette Cour des comptes et de ces chambres régionales des comptes. Chaque année, une chambre, par exemple, prenons la Chambre régionale des comptes d'Occitanie, chaque année, elle a un programme de contrôle, elle va contrôler les comptes de certaines collectivités d'Occitanie. Ça peut être la région, ça peut être des communes, ça peut être des intercommunalités. C'est collectif, il y a des fonctionnaires de cette Chambre régionale des comptes et des experts qui viennent dans la collectivité, sur place, sur pièce, contrôlent et font ensuite un rapport qui est envoyé à la collectivité, qui est délibéré et qui, je vous le confesse, intéresse peu le grand public. L'idée, c'est dans ces équipes d'intégrer des auditeurs citoyens, d'intégrer de l'usager comme vous et moi dans ces équipes de contrôle. La voix de ces citoyens, elle est délibérative, comment vous la qualifiez? Est-ce que c'est simplement une présence ou est-ce que c'est aussi, d'une certaine façon, un droit de veto? Alors, les chambres régionales des comptes délibèrent collectivement. Oui. Et c'est bien et c'est sage. Vous savez qu'il y a un principe de la délibération collective et du contradictoire. Oui. C'est-à-dire qu'avant de rendre son rapport sur la gestion de la collectivité, la Chambre écrit au maire ou au président, elle lui demande de faire des observations, il y a un dialogue contradictoire et il y a un fonctionnement collégial. À charge et à décharge. Voilà, ça, il faut le préserver, c'est très bien et je pense que c'est l'exercice et ça permet l'exercice serein de la mission de contrôle. Là aussi, on peut envisager, il faut rentrer un peu dans le détail des choses et ça, il faut le travailler. On peut considérer que l'auditeur citoyen assiste. Et en assistant, il comprend, il repère un certain nombre d'idées de redéploiement en disant, mais tiens, là, il dépense trop d'argent, il pourrait redéployer dans cet autre secteur d'activité, là, il y a des pistes d'économie, et il revient en rendant compte devant ses concitoyens, en faisant peut-être une proposition de référendum, etc. etc. On peut aussi aller plus loin, on peut être dans un système plus intégré, en disant il participe au délibéré. Sa voix compte comme celle de magistrat. Alors, on peut donc panacher les légitimités, en quelque sorte, dans l'instance. Juste une question. Les gens qui sont autour de la table, à la Chambre régionale des comptes, ont acquis une certaine compétence. Bien sûr, ce sont des hauts fonctionnaires. Ils ont fait des études pour ça. Le citoyen X, Y ou Z n'est pas nécessairement toujours compétent pour contrôler l'action publique dans un monde complexe et de plus en plus complexe. Vous savez comme moi que quand on prend une décision, soit elle est incitative, soit désincitative, elle comporte aussi parfois un coût caché. Même les fonctionnaires ne le voient pas toujours, ce coût caché. Donc c'est la question de la compétence, au fond, qui est en jeu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences populaires. Je dis qu'un certain nombre de domaines, je me sentirais moi-même pas capable d'arbitrer un certain nombre de domaines complets. Comment fait-on pour régler cette hypothèque? Je comprends ce que vous dites, mais on ne vit pas sous le gouvernement des experts. Sinon, on en serait resté au suffrage censitaire, en considérant qu'il ne fallait pas faire voter les gens instruits. Et sinon, on n'aurait jamais permis à des citoyens comme vous et moi d'entrer dans l'exercice de la justice. Quand vous participez à un juré d'assises, vous n'êtes pas magistrat, vous n'avez pas fait des études de droit. Je pense que ce qui compte, c'est de combiner harmonieusement des légitimités différentes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que majoritairement, ces organes collégiaux de contrôle de l'argent public soient composés d'auditeurs citoyens. Je vous dis qu'il faut les ouvrir. J'aime beaucoup l'idée des légitimités. Il faut les ouvrir, parce que je pense que dans ce pays, nous souffrons beaucoup de cloisonnement, de segmentation. Si on a l'occasion, on parlera peut-être justement de la haute fonction publique, qui est de grande qualité dans ce pays. Je veux le dire à un moment où on conteste un peu toutes les élites, mais elle a un problème, c'est qu'elle est segmentée. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires d'État ne parlent pas aux hauts fonctionnaires territoriaux et que tout ça contribue à creuser la fracture Paris-Province. Moi, je suis pour mélanger les légitimités. Laissez-moi une seconde. Je vais vous montrer cette citation qu'on a extraite du journal Le Point, la semaine dernière. On est en plein dans notre débat. Vous connaissez Alain Lambert. Alain Lambert, il est président du Comité national d'évaluation des normes. Et il dit dans Le Point, c'est exactement ce que vous décrivez là. L'inertie administrative, j'ai pris quelques bons mots, l'inertie administrative est inébranlable, la réglementation est l'essence de l'administration, le pouvoir en France n'est plus exercé par personne, il est paralysé par des rivalités de chapelle administrative imprenables. Vous validez? Je valide en partie. Alain Lambert, d'ailleurs, a été ministre. Hein. Oui, non, mais je valide en partie. Ouais. Alain Lambert, il préside un organe qui a, on y reviendra peut-être, a mis en évidence que chaque année en moyenne, il y a 1 milliard de dépenses
publics supplémentaires qui sont imposés par l'État aux collectivités locales. On y reviendra tout à l'heure peut-être parce qu'une des sorties de la crise actuelle, c'est aussi plus de pouvoir pour les institutions locales, pour la décentralisation et des collectivités locales moins corsetées. Mais sur ce qu'il dit, sur le pouvoir de l'administration. Je le partage en partie parce que, encore une fois, moi je pense que dans ce pays, l'administration elle est sous commande politique et qu'il ne faut pas caricaturer et exagérer les choses. Mais nous avons un problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la segmentation de l'administration. C'est le fait que dans les ministères, dans l'appareil d'État, dans les cabinets ministériels, vous avez des hauts fonctionnaires très compétents, mais qui font toute leur carrière à Paris, en ministère, en cabinet ministériel, et qui sont appelés à légiférer pour tous les acteurs du territoire, sans parfois y avoir mis beaucoup les pieds. Et à l'inverse, vous avez dans les collectivités locales, dans les territoires, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, des hauts fonctionnaires territoriaux, qui connaissent bien le terrain, mais qui n'ont jamais accès à l'appareil d'État pour produire des normes qui correspondent aux attentes des terrains. Le problème, c'est que les gens ne se mélangent pas. C'est que l'appareil d'État est endogamique, et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter. C'est un peu ce que dit Alain Lambert, et c'est un sujet sur lequel le président de la République avait fait des promesses. C'est dommage qu'il ne les tienne pas pour l'instant. Il avait promis d'ouvrir l'appareil d'État. Je crois vraiment qu'il faut qu'il le fasse parce que c'est un sujet qui paraît un peu technocratique, de sciences administratives, mais l'endogamie de l'appareil d'État, elle est à l'origine de beaucoup de fractures que nous constatons aujourd'hui. Là aussi, je rappelle le petit message sur Twitter qui nous a été adressé. Quelqu'un qui manifestement approuve à 200% votre idée et qui dit qu'il propose du même coup que ce dispositif soit étendu aux commissions parlementaires pour inclure les citoyens à l'élaboration des lois du pays. Là, c'est plus compliqué parce qu'un fonctionnaire, il n'est pas élu. Un parlementaire, il est élu. Comme vous l'avez dit, c'était notre propos de départ, la démocratie, elle est quand même élective. C'est-à-dire qu'on élit des gens sur la base d'un programme. Après, ils le tiennent pas. C'est possible ou pas possible, mais c'est plus compliqué. Débat. Mais c'est une bonne de savoir si dans les chambres on fait rentrer des gens qui sont tirés au sort. Vous savez qu'il y a des propositions de certains partis politiques, mais ça c'est un autre débat. Moi je crois que ce qui est important, c'est effectivement de crever ce voile d'opacité, de faire en sorte que les Français comprennent mieux. Il y a aussi un enjeu de pédagogie, et je vais vous dire, il y a aussi un enjeu qui consiste à faire reculer beaucoup de poncifs et beaucoup de représentations. Vous avez raison. Un peu trop faciles sur l'argent public. Ça vous étonnera pas, je suis haut fonctionnaire. Moi, j'ai une vision plutôt positive de l'action publique en France. Même si il y a beaucoup de choses à corriger, même s'il faut faire des réformes, et on fait d'ailleurs aussi un certain nombre de propositions de réformes. Mais franchement, tous les poncifs que je peux entendre sur la gestion de l'argent public. Encore ce week-end, j'ai lu dans un magazine que par bienveillance, je ne citerai pas, que la haute fonction publique, ça coûtait à ce pays 6 milliards d'euros par an. Mais le chiffre est abracadabrantesque, pour reprendre la formule d'un ancien président de la République. Ce que j'entends parfois sur l'absentéisme des fonctionnaires. On dit les fonctionnaires territoriaux, c'est terrible, ils sont tous absents. Mais vous voyez... C'est vrai que l'absentéisme dans la fonction publique territoriale est élevé. Mais ce à quoi pourrait contribuer un auditeur citoyen qui rentrerait dans la boîte noire de l'action publique, il pourrait revenir de cette expérience en disant, mais vous savez, dans les collectivités locales, il y a 80% d'agents d'exécution. Parce que c'est quoi les métiers des collectivités locales ? C'est cantonnier, c'est agent de réseau de voirie et d'assainissement, c'est agent de cuisine qui prépare des repas pour les personnes âgées ou pour les enfants à l'école. Quand vous avez 50 ans, que vous avez fait ce métier 25-30 ans, vous croyez qu'il se passe quoi ? Ben oui, vous êtes plus souvent absent, parce qu'il y a des maladies professionnelles, parce que c'est des métiers pénibles, et que pour l'instant, les collectivités n'ont pas su, et c'est une démarche de progression pour elles, créer une sorte de droit à la deuxième carrière, anticiper, faire en sorte qu'on ne laisse pas quelqu'un pendant 30 ans sur un métier difficile. Et donc à la fin, ben oui, parce que vous avez 80% de métiers difficiles, ben vous avez un absentéisme plus important. Mais c'est pas parce qu'il y aurait une sorte de microclimat sur la fonction publique territoriale qui ferait que les fonctionnaires seraient tous feignants et travailleraient moins et seraient plus souvent absents. Donc c'est ce genre aussi de poncif qu'il faut faire reculer et je pense que les auditeurs citoyens peuvent y contribuer parce que ces débats ils sont difficiles. Choisir les priorités de dépenses publiques, choisir les secteurs où on peut baisser les impôts, ce sont des débats difficiles et ce sont des débats où il faut mettre de la sérénité. Alors, il faut enlever de l'hystérie, il y en a besoin et mettre de la sérénité. On va prendre quelques secondes pour écouter le président Macron parce que cette idée faire participer les Français. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. En même temps, il me semble que les élections, c'est fait pour ça. On vote pour des gens. Si on a envie de se documenter, après tout, ceux qui ont lu Révolution avec un S, le livre de Macron, savaient quel serait son mandat. La démocratie, c'est affaire de responsabilité individuelle. C'est aussi une affaire de responsabilité individuelle. Et donc, à propos de ces référendums, il donne un exemple. Un exemple, c'est l'exemple anglais qui, selon lui, fait réfléchir. Regardez ce que vivent nos amis britanniques. Le peuple a dit on sort.
Mais le pouvoir politique est incapable de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de solution. Parce qu'on leur a dit, on sort, et ils sont sortis sur des fausses informations et des mensonges. Ils ont dit, ça se fera très vite, on va faire tant de milliards d'économies. Tout était faux. Et après, leurs représentants disent, nous, on est bloqués par le vote de nos concitoyens, mais on ne sait pas le prendre en charge. Bien, il n'a pas tout à fait tort, le président Macron. Il y a un peu des injonctions contradictoires, de demander, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une limite que vous avez évoquée, demander aux Français s'ils veulent qu'on réduise les services publics, ils vous diront non. Demandez d'ailleurs s'ils veulent qu'on réduise les impôts, ils vous diront oui. Pas simple. Les Français, ils ont une pensée complexe, comme leur président. Ils veulent tout et son contraire. Ça, c'est pas possible. Ils assument certains. Oui, mais donc ça veut dire qu'il faut décanter ces contradictions. Il faut arriver à sortir de ces contradictions. Mais on n'y arrive pas de façon cosmétique, avec un débat en 3 mois, etc. Il faut créer des outils de décantation de ce débat et des outils de participation, de pédagogie. Il y a les audits citoyens. On peut aussi envisager d'autres choses. On pourrait aussi, par exemple, considérer que imposer un dispositif selon lequel, au début de chaque mandat, dans une collectivité locale, on vote une sorte de charte de la participation citoyenne. On dit comment, sur le mandat, on va mettre en place des outils pour faire mieux participer, les citoyens. Et puis, il y a le fameux référendum d'initiative citoyenne. En effet. Vaste débat. Qui existe, mais qui implique, vous le savez, qui repose sur une coproduction des citoyens et du Parlement. Et là, l'idée qui est avancée aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que ce référendum puisse être déclenché sans l'aval des parlementaires. Merci beaucoup, Fabien Testet. Merci à vous. Je rappelle simplement d'ailleurs que les conseils municipaux, c'est la première instance de gouvernance de la cité, de l'espace public, sont toujours ouverts au public. Il m'est arrivé d'y mettre les pieds 2 ou 3 fois. Absolument. On était 5 au maximum, alors que les portes de la mairie étaient évidemment grandes ouvertes. Donc quand on veut la participation, il faut aussi l'assumer. Voilà. Arlette Chabot, bonsoir. Bonsoir Arlette. Pascal.